Merci. Oui, en fait, c'est pas tellement en termes de confort, finalement, que je préfère rester assise, mais il y a quelque chose il y a une tonalité qui a été donnée, finalement, à cette journée par Christine, et puis qui est plus... Enfin, en tout cas, moi, je me le suis approprié, d'ailleurs, à la commande même, en fait, initialement, sous l'angle justement du partage. Et en étant debout, j'ai l'impression que je serais dans une posture un peu descendante et c'est vrai que, enfin, ou surplombante et en fait, c'est pas trop la tonalité dans laquelle je vais m'inscrire. Oui, non, mais c'est ça. Alors que moi, en fait, oui, très vite, je peux être, enfin, plus vite que toi, effectivement. Donc, alors, je vais resituer un peu. Parce que moi, je ne fais pas partie je suis beaucoup plus récente en fait dans le parcours de Christine. Ça fait depuis 2014 en fait qu'on se connaît, où je suis rentrée au conseil d'administration de la Fédération Addiction. Et donc moi, je suis chercheur en psychologie du travail et ergonome, et je m'intéresse aux interrelations entre les consommations de psychotropes et le travail. Et c'est vrai que quand Christine nous a fait part de la thématique de la journée, j'ai eu un double mouvement d'emballement en me disant vraiment super thématique, et en me disant mais en fait moi finalement je ne vais venir que dans l'auditoire, c'est-à-dire que ça va vraiment m'intéresser, je vais venir dans l'auditoire, parce que je voyais pas bien spontanément comment je pouvais finalement participer de la réflexion, et ça a duré quelques minutes, à peine, pas plus. Et puis finalement, je me suis dit, mais si, très clairement, cette question de la séparation, si je me décale de ce que j'en ai compris comme ça très spontanément, qui a été finalement, je l'ai compris quand je l'ai lu, dans une approche très individualisante en fait, le sujet en tant que tel, et puis très vite, je me suis dit, mais non, cette question de la séparation, elle est absolument centrale dans le travail que je conduis, centrale dans le monde du travail, et notamment si on la pense aussi, parce que moi, c'est là où ça m'intéresse, c'est-à-dire qu'elle devient non seulement centrale, mais utile à comprendre, à repérer, si on l'attrape sous l'angle du collectif. Donc, je me suis dit, mais tiens, là où, à mon avis, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant à échanger, c'est justement en partant d'un travail un peu réflexif sur ma pratique. C'est-à-dire que là, je vais vous proposer en fait d'échanger sur comment j'ai rencontré cette question de la séparation dans mes travaux, et très étroitement liée justement à une dimension qui est celle de l'idéal de métier, et à une dimension complémentaire qui est celle de la question de la créativité et du travail créateur. Donc je vous disais, moi je travaille, donc je suis à la fois chercheur et intervenante, consultante et formatrice, et mon objet de réflexion et d'intervention depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est ces interrelations, à la fois dans le monde du travail, mais aussi dans les temps privés, mais toujours, enfin, ce qui m'intéresse, ce sont les professionnels. C'est les interrelations qu'il y a entre nos consommations de psychotropes, qu'ils soient licites ou non, et notre travail, nos activités professionnelles. Et donc, en intervenant comme chercheur, en me questionnant sur ces aspects-là, et du coup, en questionnant mes interlocuteurs, alors à la fois de manière individuelle dans des entretiens, mais aussi dans des entretiens plus collectifs, dans des entreprises ou des fonctions publiques. Enfin, vraiment, j'interviens dans tous les mondes professionnels, que ce soit l'artisanat, donc plutôt TPE, PME, ou que ce soit dans le monde hospitalier, des métiers de corps comme la police ou les pompiers, enfin vraiment les enseignants, enfin vraiment vraiment avec plein de professionnels différents. Et finalement, en questionnant ces interrelations, très vite arrivent des dynamiques de consommer pour tenir, consommer pour pouvoir enchaîner des heures de travail, ou à l'inverse, pour pouvoir, sur le week-end, vraiment avoir des temps très récréatifs qui permettent de se distancier ou de poser un peu sa valise professionnelle, ou les questions qui tournent, qu'on importe en fait finalement, qu'on a au boulot, mais qu'on importe aussi sur nos temps privés. Et donc vraiment,
arrive très vite quand on pose ce type de questions, cette idée du produit qui vient, enfin de la consommation du produit. Alors c'est pas la seule raison, hein. Les consommateurs professionnels de psychotropes ne consomment pas exclusivement en lien avec leur travail, mais on voit en fait que les consommations, si elles ne sont pas expliquées par le travail, en revanche, il y a vraiment des liens, des interrelations qui sont dynamiques. Hein. Donc, je vais fumer davantage par rapport au travail, ou inversement, ma situation de travail, par exemple, si je travaille avec des enfants ou autre, enfin, va être plutôt régulateur, va me faire poser des questions. Mais il y a vraiment comme ça ces interrelations. Et donc, quand même, ce que je vois, ce que j'ai pu voir apparaître quand on pose ces questions-là, c'est très souvent des dynamiques de stratégie de renormalisation de soi. C'est-à-dire que mon métier évolue, enfin ma situation de travail évolue, on est dans des transformations contemporaines du travail qui vont du côté de l'intensification, très clairement, c'est-à-dire finalement des situations de travail où l'organisation officielle cherche à chasser les temps dits non productifs. Et donc, en chassant les temps dits non productifs, finalement, on se coupe de plus en plus de temps, effectivement, qui n'étaient peut-être pas à son poste en tant que tel, mais qui étaient des temps où on pouvait discuter de ce qu'on faisait, régler avec ses collègues, voir sa hiérarchie, voir ses interlocuteurs, enfin son entourage qui pourrait être les patients, par exemple, dans le monde, qui ont aussi des fonctions régulateurs, c'est-à-dire que de pouvoir prendre ces temps-là, c'est aussi pouvoir... en dehors du poste, en dehors de l'exécution à proprement parler de mon travail, d'avoir de la ressource, d'avoir finalement ces temps qui deviennent ressources pour me permettre soit de redescendre un peu de la pression dans laquelle j'étais, soit vraiment de trouver des solutions et des points d'appui pour pouvoir effectuer notre travail. Donc ça, c'est de plus en plus, resserré. Ces temps sont de moins en moins disponibles. Et donc, ce qu'on voit apparaître, c'est que finalement, ces dynamiques de travail qui sont censées faire ressources le font de moins en moins. Mon entreprise ou ma situation de travail fait de moins en moins ressources pour me permettre de travailler. Et la consommation de produits peut venir faire ressources. C'est-à-dire, là où je suis crevé, je suis sous tension, eh ben, je vais avoir le produit qui va me permettre de récupérer un peu, d'avoir un peu mal à la tête, un peu moins mal à la tête, de tenir de manière identique de la première heure, enfin, dans ma capacité de réaction, de concentration, de la première heure à la dernière heure de mon travail, alors que du point de vue de l'humanité qui nous constitue, la fatigabilité est quand même une composante avec laquelle on est censé faire, hein, vraiment, on n'est pas censé être... en sur-régime, enfin, ou en régime égal de la première heure à la dernière heure de la journée, quand bien même nous ne sommes pas malades, c'est-à-dire que la santé, la définition même de la santé, c'est une fluctuation. C'est pas un état égal, c'est vraiment une dynamique, une économie psychique et physique qui devrait faire avec des modifications, des variations, mais de plus en plus les situations de travail, en fait, ne nous permettent plus de faire avec ces variations-là. Et donc, ce qu'on voit finalement quand on comprend les choses comme ça, c'est que, quand on analyse et qu'on voit surgir finalement cette consommation de produits qui peut être aussi là pour me permettre de m'adapter en permanence au travail sur lequel on a de moins en moins la main, on se dit que dans une logique de prévention, dans une logique de santé, finalement, le travail gagne de plus en plus à être questionné. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, dans mon rapport au travail et dans les exigences de mon travail, et donc soit les exigences de ma hiérarchie, mais aussi possiblement de mes collègues, en fait, il y a un certain nombre de choses qui contribuent à ce que je ne lâche pas. C'est-à-dire que je puisse recourir à des produits pour m'aider à lâcher ce que je ne lâche pas par ailleurs. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et quand on se met à regarder les choses comme ça, en fait, on voit qu'il y a dans notre rapport au travail, finalement, ce qui construit notre rapport au travail, quelle que soit notre expérience, ça va être notre définition du bon travail. C'est-à-dire qu'on va s'engager dans notre situation de travail au regard aussi de ce qu'on pense être bon.
ce qu'on pense être devoir fait de telle et telle manière. Et en fait, une des questions finalement que m'a fait, sur laquelle j'ai réfléchi à la faveur de cette question de la séparation, c'est que si on raisonne en termes de santé finalement, et puis même dans une logique un peu aussi de prévention du recours aux psychotropes, on voit que la question de redéfinir les objectifs du travail, redéfinir les modalités, ou en tout cas pouvoir prendre le temps de les comprendre pour pouvoir éventuellement les redéfinir, les renégocier avec soi-même, mais aussi avec les autres, et au cœur de cette question de santé et de prévention des consommations de psychotropes. Et donc là, je fais un petit pas de côté pour prendre le temps de définir qu'est-ce qui est aujourd'hui l'idéal de métier. C'est-à-dire, en gros, si je croise, je vous ai dit, j'interviens dans des milieux très très différents, à la faveur de mes travaux de recherche. Non seulement je suis sur le terrain, mais aussi, du coup, et c'est le propre du travail de chercheur, je m'appuie aussi énormément sur les travaux d'autres chercheurs, en gros sur ce qui a déjà été publié sur ces questions d'organisation de travail, de modalités de s'engager dans son travail. Et donc il y a énormément de travaux depuis en gros les années 80, vraiment en sociologie du travail, en sociologie clinique, en psychologie du travail, en ergonomie, qui parlent beaucoup de cette question de l'idéal de métier, alors d'une manière différente, mais en tout cas qui s'intéressent aux exigences des organisations du travail et en gros à ce qu'on attend de nous, à ce que les organisations du travail et nos employeurs attendent de nous. Et ce qu'on voit apparaître, c'est finalement, il y a dans cet idéal de métier, enfin dans les exigences, non seulement un certain nombre de prescriptions en termes d'objectifs, en termes de moyens, c'est-à-dire que dans l'histoire, on devait effectivement produire un certain nombre de choses avec un certain nombre de moyens, mais quand même historiquement, mis à part vraiment les travails très postés, où il y avait un certain nombre de procédures qui allaient très finement dans les gestes. En fait, ce qu'on voit, c'est une montée d'une procédurisation de tous les métiers. C'est-à-dire que dans les métiers de service, d'accueil par exemple, historiquement, la manière dont vous alliez dire bonjour, dont vous alliez construire l'entretien, dont vous alliez dire au revoir, était au regard d'un certain, de qualité d'accueil, d'écoute, mais la manière dont vous disiez bonjour, dont vous alliez écouter, ouvrir le dialogue, c'était au gré de la situation, c'est-à-dire que vous impliquez une intelligence de la situation pour pouvoir construire la relation. Aujourd'hui, même dans ces métiers-là, on vous dit exactement ce que vous devez faire, dire bonjour à tel moment, merci, au revoir, quand bien même la compréhension, c'est-à-dire quand bien même la relation, qui est une réalité dynamique, c'est-à-dire que quelqu'un va arriver avec une question, mais qui est finalement pas exactement sa question, et le propre de la relation d'accueil, c'était aussi de construire ensemble quelle était vraiment la question, quelle est vraiment la demande, au-delà d'une commande qui arrive comme ça. Et bien en fait, ce qu'on voit, c'est qu'avec la procédurisation, en gros, l'intelligence de la situation peut de moins en moins se penser. Et ça, je donne cet exemple, mais c'est vrai pour plein d'autres métiers où tout est de plus en plus procédurisé. Et donc, en gros, l'idéal de métier du point de vue de la gestion, du point de vue de l'hypernormalisation du travail, du point de vue d'un certain nombre maintenant de démarches qualité, d'un certain nombre d'obligations liées aux normes, va être de passer par telle et telle étape. Et donc, ce qui s'impose, ce qu'on voit, qui s'impose à nous en tant que professionnels, c'est que finalement, on se retrouve pris dans des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que soit effectivement, on fait exactement ce qui est demandé en lâchant sur ce qu'on envisage comme étant du travail de qualité. Et si je reprends l'exemple de l'accueil, qui serait non seulement de passer par les étapes obligatoires, mais aussi de créer éventuellement les conditions pour pouvoir entendre véritablement ce dont a besoin, contribuer à l'élaboration de la demande et à l'élaboration finalement de la compréhension de la situation avec notre interlocuteur, on a le choix, donc soit en se disant tant pis, on lâche sur ça, c'est-à-dire qu'on privilégie la procédure,
la satisfaction de la procédure à la satisfaction de mon interlocuteur. Et c'est ce que moi je vois dans mes travaux, c'est que le plus souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on ne lâche sur aucun des deux. C'est-à-dire qu'on va du coup essayer de se tordre soi, ou de tordre la situation, ou de prendre du temps. Et ça, notamment, c'est ce qu'on peut voir dans le cas des métiers de soins, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps de faire ce que les procédures nous demandent, et prendre le temps, quitte à prendre du temps sur son temps personnel, pour faire la manière dont on envisage notre métier et nos valeurs de métier. Et donc, décrit les choses comme ça, on voit à quel point, finalement, recourir à des produits pour tenir dans ces arbitrages-là, enfin tenir sur les effets de ces arbitrages-là, devient vraiment une composante importante pour arriver finalement à moins souffrir ou à continuer à m'engager de cette manière-là. Dimension complémentaire aussi, c'est que donc là j'évoque l'hyperprocédurisation de nos métiers, où non seulement on nous oblige à avoir des objectifs, mais à suivre vraiment des conduites à tenir, des procédures. Ce qu'on voit aussi apparaître, ce qui est vraiment très bien décrit depuis les années 80, c'est que, comme évidemment la procédurisation, toutes ces dimensions-là que j'évoquais, il y a eu un certain nombre de résistances, c'est-à-dire que des corps constitutifs de collectifs, ou même au niveau de l'encadrement, se sont dit mais non, c'est-à-dire que il y a un moment donné, si le travail évolue dans cette direction, on voit bien que ça met en difficulté les équipes, ou ça met en difficulté la qualité réelle du service, pas au sens de démarche qualité procédurale, mais la qualité vraiment qu'on sent, que nos métiers, que notre expérience nous a fait élaborer comme notion de qu'est-ce que c'est que bien conduire son travail. Et donc il y a eu un certain nombre de résistances. Et donc le management contemporain, qui ne manque pas d'imagination, a évolué du côté de l'idée de capter notre imaginaire de métier, c'est-à-dire autour de ces termes de cohésion d'équipe, de engagement, c'est-à-dire qu'on sait les évaluations individuelles vers lesquelles, justement, alors j'ai parlé d'intensification, d'hyperprocédurisation des métiers, mais il y a une autre composante qui est étroitement liée à ces deux premières, qui est l'individualisation du travail, c'est-à-dire l'idée que finalement, notre travail n'est le fruit que de nous-mêmes, et qu'un travail collectif serait le fruit d'une addition de travail individuel. Ça, c'est vraiment le cœur, une des composantes des grilles de lecture de la gestion contemporaine du travail, et donc un des outils pour pouvoir atomiser les collectifs de travail, individualiser le travail, ça a été de construire des modalités d'individualisation, d'évaluation individuelle du travail. C'est-à-dire qu'on vous reçoit, on n'évalue plus le travail d'une équipe, les résultats d'une équipe, mais on vient chercher individuellement ce que chacun de nous avons fait, et pas du point de vue de critères que du point de vue du sens que chacun de nous mettrions dans notre travail, mais à partir de critères préétablis. Et donc on vient qualifier ce que chacun de nous faisons au regard de ces critères-là. Et donc, dans ces critères, la question de l'engagement, la question du savoir-être, la question de en quoi on participe d'une cohésion d'équipe, mais d'une cohésion dans une définition bien particulière qui est celle que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire d'une addition, d'être en capacité de faire ensemble, mais au sens non pas de faire ensemble, c'est-à-dire de co-construire une manière de faire, mais de faire ensemble sans qu'il y ait d'altercation, sans qu'il y ait justement un mot plus haut que l'autre. C'est-à-dire, en gros, c'est un peu ce que je vous disais, on attend de nous d'être comme ça dans notre situation de travail, et on attend de nous d'être comme ça dans nos relations interpersonnelles dans le travail. Et donc la définition de l'engagement au travail, la définition de la cohésion d'équipe est sur cette définition-là. C'est-à-dire qu'en gros, on doit être aujourd'hui, dans les organisations contemporaines du travail, finalement des exécutants. On est de moins en moins en train de co-construire notre situation de travail, mais on est des exécutants. Et on est évalué au regard de notre qualité à être de bons exécutants. Et si par hasard, on est de bons exécutants au regard des procédures, mais que les effets
attendus ne sont pas les bons, ce sera aussi de notre responsabilité. C'est-à-dire que là, on voit quand même qu'on est un peu entre le marteau et l'enclume et qu'on n'a finalement plus tellement la main sur définir ce qu'est le bon travail, en tout cas à l'échelle de la gestion, parce que vous allez voir quand même qu'il y a de la marge de manœuvre, fort heureusement. Et donc là, ce que mes travaux, alors je vous rappelle que moi, ma porte d'entrée, elle est, le fil que j'ai tiré, c'est les interrelations entre le travail et les consommations de psychotropes, quoi. Et en tirant ce fil-là, j'en arrive à des constats faits par bon nombre d'autres chercheurs. Alors pour certains qui travaillent sur les troubles musculo-squelettiques, pour d'autres qui travaillent sur des questions de santé psychique, de santé mentale. Mais en tout cas, quand la grille de lecture, elle est clinique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse vraiment aux personnes, que la recherche porte sur ce que les travailleurs, quel que soit leur statut d'ailleurs, c'est aussi moi je travaille aussi avec des employeurs, des cadres supérieurs, donc ils sont pris dans les mêmes dynamiques eux-mêmes, notamment dans les entreprises un peu sous-traitantes, et le monde associatif, j'en parle même pas. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est vraiment pris entre des exigences de métier, de valeur, et des dispositifs, notamment des dispositifs de financement qui nous contraignent à faire dans les étapes indiquées par les grilles d'évaluation de nos financements. Donc on est vraiment aussi pris dans ces logiques-là. Et en fait, quand on voit... je vous disais donc, moi je tire le fil des interrelations travail et consommation, et en fait on en arrive aux mêmes conclusions, enfin en tout cas aux mêmes observations que l'ensemble des travaux qui s'intéressent aux interrelations, au travail réel et aux interrelations entre le travail et la consommation de psychotropes. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que on en est là, beaucoup, ça fait beaucoup souffrir, c'est-à-dire que depuis 2005, ce qu'on voit quand même, c'est que les conditions de travail s'améliorent, n'arrêtent pas de s'améliorer, et on constate aussi, par ailleurs, que les maladies professionnelles repartent à la hausse, notamment les troubles musculo-squelettiques. La question de la santé mentale en lien avec le travail aussi est de plus en plus préoccupante. Donc en fait, les indicateurs repartent à l'orange, alors que les conditions de travail matérielles, techniques s'améliorent. Mais donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe du côté de l'organisation du travail, du côté des modalités de captation, non seulement de notre engagement en termes de corps, de ce qu'on engage de notre corps, mais aussi, c'est ce que je vous disais, d'une captation de notre imaginaire. C'est-à-dire que finalement, on vient chercher nos valeurs et on les instrumentalise au regard des obligations en termes de procédures et autres. Et ça fait particulièrement souffrir, et ça nous fragilise particulièrement, parce que finalement, on est pris, ce sur quoi on s'appuyait pour se libérer, s'émanciper, finalement devient un instrument pour nous tenir au regard des obligations techniques et des manières de faire et des procédures. Donc là, on voit poindre finalement l'intérêt de la séparation, c'est-à-dire qu'en fait, on se dit aujourd'hui, les travaux en sciences humaines et sociales autour de ces questions santé-travail et aussi consommation de psychotropes, vraiment pointent la nécessité de construire les conditions dans mon travail, et pas exclusivement en moi, c'est aussi ça qui est très important, c'est-à-dire, parce qu'évidemment, autre intelligence des modalités managériales actuelles, c'est que on voit bien, et les constats sont faits, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'évolution des maladies, notamment des troubles musculo-squelettiques ou autres, on arrive à se dire effectivement, il faut qu'il y ait quand même, il faut qu'on trouve, qu'on puisse participer, contribuer à ce que les travailleurs, quels qu'ils soient, puissent finalement se dégager de situations de souffrance au travail, et les solutions qui sont trouvées en général sont très individualisantes. Ça va être soit vous invitez ou vous vraiment vous vous accompagnez dans l'idée que c'est bien que sur votre temps personnel vous retrouviez de la ressource, voilà, donc il y a une forme d'externalisation de la ressource ou d'individualisation de la ressource. On vous met sur des baby-foot où vous avez au boulot, où dans les tours de la Défense, là, vous avez dans les sous-sols maintenant des salles de gym, c'est-à-dire qu'en fait, on externalise le moyen de se ressourcer et quand même de pouvoir... et donc d'essayer de couper temps professionnel, temps privé. Donc il y a effectivement cette notion de la séparation qui est relativement investie, mais de mon point de vue, qui est investie à côté. Parce que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de créer les conditions au cœur même de notre travail, de pouvoir se séparer d'un certain nombre de contraintes,
et même de se séparer peut-être, de s'émanciper d'un certain nombre de composantes de l'idéal de métier pour pouvoir retrouver de la marge de manœuvre. C'est-à-dire pour pouvoir trouver alors ce qu'on appelle aussi le pouvoir d'agir, c'est-à-dire non pas exclusivement en termes de compétences, c'est-à-dire, et c'est là aussi où moi je me méfie toujours de cette notion de compétence parce que c'est quand même une dynamique très individualisante. Non pas que ce soit important, ces compétences psychosociales telles que décrites par Catherine tout à l'heure, mais aussi, et c'est très important, retrouver, créer les conditions pour pouvoir reproduire du pouvoir d'agir collectif. Il y a vraiment besoin, et ça c'est vraiment les grandes conclusions de tous les travaux en sciences du travail, c'est créer les conditions, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir reconstruire des collectifs de travail, parce que c'est dans les collectifs de travail que vous allez pouvoir, relativement tranquillement par rapport à vos valeurs aussi, reconstruire collectivement de nouvelles valeurs de métier. C'est-à-dire que quand je parle de séparation de l'idéal de métier, ça n'est pas lâcher, c'est redéfinir collectivement l'idéal de métier au regard de la situation dans laquelle nous sommes, au regard de la situation de travail qui est celle dans laquelle nous sommes chacun de nous. Et alors quand je dis le nous, je l'investis, c'est pas une forme comme ça de dialectique, c'est un vrai nous, parce que je peux vous assurer que les chercheurs, on est nous-mêmes dans ce type de travail, et que très régulièrement, quand on se retrouve à chercher, à construire collectivement, ensemble ou individuellement, des travaux véritablement qui sont notre métier, très régulièrement on se dit mais qu'est-ce que c'est bon de faire de la recherche ? Parce que ça fait 6 mois qu'on est en train de se battre pour avec nos dossiers administratifs, pour faire du reporting, pour pouvoir candidater à des appels à projets, parce qu'il faut maintenant qu'on trouve nos propres financements dans les universités pour pouvoir chercher, quand bien même on est payé par l'université ou pas. D'ailleurs, moi je suis plutôt une intermittente de la recherche, je fais partie des chercheurs précaires. Bon, c'est aussi ma liberté, c'est mon choix, mais voilà, c'est-à-dire qu'on est plein, il y a plein de métiers où en gros, il y a des moments où on se dit mais on fait enfin de notre métier, et en gros c'est un tiers de notre temps de travail. Bon, donc mis à part cette idée de qualifier le nous comme étant un vrai nous et pas une figure de style, donc ce qu'on voit quand même et qui est très important, c'est cette idée vraiment de créer les conditions d'un collectif, de recréer un collectif de travail qui nous permette non pas de nous séparer de notre idéal de métier en termes de lâcher prise, et d'ailleurs quand je dis non pas, c'est-à-dire que parfois ça protège aussi de le faire, mais parfois ça rend un peu aigri parce qu'on a l'impression qu'on a tout lâché. Donc vraiment l'idée c'est de construire collectivement cette séparation. Et c'est là où on en arrive à cette idée de travail créateur, c'est que ce qu'on voit, et je mets cette idée à votre débat, à votre réflexion, c'est que on gagne à lâcher l'idée que, et qui est l'idée dans laquelle on nous met, parce que l'individualisation du travail a vraiment des conséquences, qui est qu'on s'approprie l'idée que finalement on est seul. On est seul face à notre travail. Notre travail est le fruit de nous-mêmes, de ce qu'on va trouver en nous-mêmes, et vraiment le fruit de nous. L'idée du travail créateur, vraiment, c'est aussi de pouvoir penser collectivement notre travail. À la fois notre travail au sens du travail qu'on partage, mais notre travail au sens aussi de ce que je fais moi. Plus je pourrais le mettre en discussion avec d'autres, plus le sens qui me meut pourra être aussi un sens partagé avec d'autres, mieux je me porterai, mieux mon travail, plus mon travail sera de qualité au regard de divers critères, d'un arbitrage entre divers critères, et mieux je me sentirai. Et je vais vous donner un exemple, j'ai pas regardé le temps, mais je vais vous donner un exemple, voilà. Un double exemple du coup, qui est dans le cadre. Alors c'est un exemple qui a été tiré d'une journée qu'on a eue, d'un colloque qu'on a eu il y a une quinzaine de jours, de mémoire, à Avignon, qui était un exemple donné par un membre de l'équipe de soins de chez Aram, qui évoquait le cas d'une personne suivie en soins, une professionnelle qui était suivie en soins dans l'équipe, et pour des questions notamment d'alcool, en fait, de consommation excessive d'alcool, et qui en fait témoignait du fait que elle évoquait son travail et elle témoignait du fait qu'à partir
partir du moment où elle s'est, je fais court, mais elle s'était réinscrite dans un collectif et notamment dans des actions syndicales, c'est-à-dire qu'elle s'était rapprochée du syndicat de son entreprise. Finalement, elle avait retrouvé un sens à son travail et cette dynamique-là avait concouru directement à la diminution de sa consommation d'alcool. Donc il y avait vraiment eu dans cette construction collective du sens de je retrouve du sens en revenant au travail. Ça avait eu un lien directement avec sa consommation. Et l'autre exemple que je voudrais vous donner aussi et qui pour moi est extrêmement intéressant, c'est que ça fait des années, et je ne suis pas la seule à entendre ça va péter, ça va péter. C'est-à-dire en allant dans les situations de travail, ça va péter. Alors on ne sait jamais si c'est je vais péter, enfin si c'est mon interlocuteur qui est en train de dire je vais craquer, je vais péter, ou si c'est collectivement on va faire péter les trucs. Et finalement, les gilets jaunes, c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, évidemment, c'est que les gilets jaunes sont des professionnels et que finalement, un des moteurs aussi de cette envie de dire stop, moi, dans l'analyse que je peux faire, c'est que non seulement c'est des questions de pouvoir d'achat, mais c'est aussi des questions de pouvoir d'agir, et c'est ce qui est en train vraiment de monter, c'est-à-dire de pouvoir retrouver la main sur ce qui nous arrive, et notamment, et moi c'est un des constats que je fais, de pouvoir alors c'est pas forcément pensé comme ça et dit comme ça dans ce qui ressort aujourd'hui ou ce qui est mis en débat dans l'espace public, mais ce qu'on voit aussi, c'est la nécessité pour chacun de nous de retrouver la main sur ce qui nous arrive au travail et de pouvoir nous engager au travail en pouvant reconstruire le sens, reconstruire les modalités de travail. Et je vais en finir sur ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a sur les ronds-points, la temporalité est vraiment intéressante parce que depuis ce mois et demi pour certains, de se retrouver tous les jours dans les ronds-points, ce qu'on a vu apparaître, parce qu'il y a un certain nombre de sociologues, et moi je m'y suis intéressée aussi, qui vont sur les ronds-points, qui discutent, et en fait on a vu apparaître, et ça rejoint un peu ce qu'évoquait aussi Catherine tout à l'heure sur les éléments qui étaient moteurs dans mai 68, c'est qu'on a vu apparaître des demandes individuelles, c'est-à-dire que ça a été globalement une dynamique très individualisante, très individualiste, qui a amené chacun des gilets jaunes sur les ronds-points. Et peu à peu, il y a une prise de conscience que ce qui arrivait à chacun d'eux était la même chose. Quand bien même sur des métiers très différents, dans des modes de vie très différents, mais qu'il y avait des dynamiques communes. Et c'est reconstruit dans ces espaces-là le sentiment par le vécu d'appartenir à un même corps social. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que, et c'est là où c'est l'œuf et la poule, c'est-à-dire que ce sentiment d'appartenir à un corps social est aussi le fruit d'avoir refait corps social. C'est-à-dire que finalement, on a refait corps et on a recréé les conditions dans le dialogue, dans la régulation, parce que c'est très intéressant, il y a des dynamiques de régulation, d'acculturation. J'arrive avec mon point de vue sur la situation et au regard de la discussion avec d'autres, je nourris mon propre regard sur la situation et j'en arrive à construire finalement du compromis, du consensus dans le temps, dans la discussion, dans vraiment, et c'est là où j'évoquais, dans parfois des cris, enfin parfois des vraies oppositions. Donc non, le collectif et le corps social ne peut pas être atone, n'est pas médian. C'est pas, comment dire, une courbe de Gauss où on choisirait le milieu et ce serait ça qui conviendrait à tout le monde. La séparation et le travail créateur, c'est de la conflictualité, c'est de la discussion, c'est de l'opposition, avec l'idée que ce qui nous tient et ce qu'on doit viser, c'est un corps social, c'est un sens commun qui va évoluer, qui doit être régulé, mais qui doit être régulé pas nécessairement, effectivement, dans quelque chose d'atone et de médian. Voilà. Et donc, c'est vraiment pour moi cette idée de séparation et de travail créateur, je trouve extrêmement intéressant ce qui se passe par les Gilets jaunes, et je ne peux que, et c'est ce que je fais dans mon travail aussi, dire à l'ensemble des professionnels de se saisir de cette idée de la discussion, de cette idée de refaire corps social, de cette idée que le travail nous appartient, n'appartient pas exclusivement aux normes et aux décideurs, et que, en disant ça, c'est dans l'intérêt de la performance du travail. Donc ça n'est pas venir s'opposer à l'idée que le travail est productif, non, mais c'est repenser les modalités de la production et repenser les modalités de l'économie productive, parce qu'aujourd'hui, l'économie productive fonctionne
comme ça aussi parce que nombre d'entre nous consommons des produits pour pouvoir tenir dans les conditions qui nous sont imposées et donc refaire corps social, renégocier nos conditions, notre situation de travail, le sens de notre travail, c'est contribuer aussi à la prévention des consommations de psychotropes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Gladys. Donc vous avez vu, Gladys aussi a fait l'effort de relier son sujet à partir de son champ d'intérêt, de recherche, de connaissances, d'expérience avec le thème de la séparation à travers cette idée de séparation de l'idéal de métier notamment. Pour ce qui est des gilets jaunes, effectivement, je trouve qu'il serait extrêmement dommage qu'une question fondamentalement de pouvoir d'agir puisse être réduite à une question de pouvoir d'achat, simplement, si c'est notre seule liberté d'action aujourd'hui, acheter. Je trouve ça tout à fait dommage et lamentable même. J'ai juste une petite illustration par rapport à ma propre expérience professionnelle. L'utopiste que je suis a plus d'attachement à son idéal de métier qu'à des idéaux, des exigences administratives ou gestionnaires ou je ne sais quoi de tout ordre. Et en revanche, je n'ai strictement ou quasiment aucun attachement à un esprit corporatiste. Médecin, je suis au contraire très très attaché à l'esprit d'équipe. Et je peux être vite agacé par un esprit corporatiste si je rencontre en face de moi. Et donc j'essaye de soutenir tous les membres de l'équipe au sein de laquelle je travaille pour qu'on puisse échapper autant que possible aux exigences extérieures, être le plus proche possible de notre idéal commun, de l'idéal que nous pouvons partager. Au sens où je l'ai dit tout à l'heure. Un des exemples de cette histoire, c'est qu'on s'est engagé il y a 3 ans à peu près, je crois, dans un programme d'éducation thérapeutique. Peut-être ça dit quelque chose à certains d'entre vous. C'est quelque chose d'extrêmement formalisé, très protocolisé, etc., etc. Il y avait un certain nombre d'exigences extérieures qui faisaient que je trouvais qu'on avait intérêt à rendre ce service, je l'abordais comme ça, à la communauté hospitalière, l'hôpital pour lequel on travaille. Donc on s'est attaqué à cette chose, on a fait de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a redéfini dans les termes employés, le jargon employé pour l'éducation thérapeutique, ce qu'on faisait déjà. On a fait un beau programme très extensif, etc., qui plaisait à tout le monde. Et depuis 3 ans, je rends un bilan quasi nul parce qu'on ne fait absolument pas tout le protocole, toute la paperasse, etc., qui est nécessaire pour pouvoir rendre le bilan. C'est-à-dire qu'on continue à faire l'éducation thérapeutique, le partage d'expériences avec tout le monde, mais on n'a pas pu s'unir à l'exigence de protocole. Voilà, une petite illustration de mon expérience à moi. Christine voulait dire un mot. Oui, mais à vous deux, vous donnez les extrêmes. Bon, ça fait beaucoup écho pour nous, à Pléiade en ce moment, puisqu'avec cette fusion, la construction collective va repartir. C'est une séparation-union et que là, nous avons beaucoup de choses devant nous. Que la question du sens est une chose sur laquelle je ne peux que aller avec toi puisque c'est ce que je porte le plus et que ce sens-là fait qu'on recherche à équilibrer attribution de nos postes et contribution et implication, contribution associative, et que cette contribution associative, c'est pour moi la différence du fait associatif et de l'engagement d'un professionnel pour travailler dans une association, avec une association, plutôt que dans d'autres dispositifs d'autres lieux de travail. Pour autant, il faut que nous puissions en effet conserver le pouvoir d'agir et le pouvoir de penser. À l'interne, ça veut dire
des moments comme celui-là, mais bien d'autres, parce qu'on en aura beaucoup à reconstruire. Notre présidente le disait hier aux salariés au début du séminaire, on est dans une situation où on a bien entendu foi en l'avenir, où on est extrêmement heureux d'aller vers ces nouveaux projets, cette dimension, mais où nous tous, y compris le conseil d'administration, on sait que nous allons avoir à remettre l'ouvrage sur le métier, à se reparler, à reconstruire, à reconsidérer et à se remettre en question. Et je crois que pas une personne en entretien d'embauche chez nous n'a pas entendu le fait que si on n'est pas capable de se remettre en question sans se sentir remis en cause, il ne faut pas travailler en addictologie. Donc, d'un point de vue institutionnel et associatif, c'est vrai aussi. Pour cela, et si on prend un autre niveau, et sans cibler personne en particulier, mais tout de même, permettez-moi de le dire, il faut que la question fondamentale de la confiance, de la conscience de ce que nous sommes tous au travail et des objectifs que nous partageons et des intentions que nous partageons donne sens à la construction et à la relation, comme tu le disais, de la norme qui est peut-être une référence plus qu'une stricte obligation, de l'humanité, du travail que l'on peut faire et des erreurs ou des oublis qui peuvent avoir lieu, sans que cela ne désigne les gens comme des coupables, des malhonnêtes, ou viennent détruire des années de co-construction, y compris avec notre politique publique et donc nos financeurs, nos décideurs, nos autorités de tarification, avec qui nous construisons depuis des années, mais dont nous construisons comme partenaires du fait associatif. Et ce fait associatif, c'est la marge de manœuvre de pensée qui apporte au quotidien et qui apporte à la politique publique et qui nous a fait réussir nombre de fois. Et effectivement, je pense qu'il faut garder à l'esprit que cette richesse-là, si elle est détruite par une volonté de soumission, de déconsidération, d'obéissance, d'application stricte du protocole et de mise au vindicte si le protocole n'a pas été tout à fait utilisé, cela va détruire pour de nombreuses années la qualité de la santé publique auprès des usagers comme dans le territoire, de la même manière qu'on a raté l'aménagement du territoire et qu'on s'en aperçoit aujourd'hui en séparant les gens dans leur quartier, dans la campagne, et en les séparant socialement et en les séparant y compris dans leur groupe d'appartenance, sans pour autant être corporatrice. Donner du sens au collectif est extrêmement important pour que chaque individu, chaque groupe trouve sa place. Attention de ne pas rater ça, parce que dans ces transformations sociétales que nous avons, et au travail, c'est cette solidarité-là, c'est cette intelligence collective-là, c'est ce respect mutuel, c'est la marge de manœuvre et la créativité ensemble qui donnera la chance et de détruire la force au lieu de la mettre en synergie, est certainement une erreur qui aura des conséquences pas tout de suite, mais dans 5 ans. Et puis, se séparer de son travail, c'est aussi essayer de le faire en donnant un sens collectif à la chose et en le faisant par un début et par une fin, le plus collectivement et le plus élégamment possible.